chers cavaliers et chères cavalières, ici Angélique. Bienvenue sur le podcast J'entraîne mon cheval. Bon, le podcast, il est complémentaire au blog, que vous connaissez sûrement. Sur le blog, on est resté axé vie quotidienne. Et donc, le podcast, c'est l'occasion de prendre de la hauteur et de s'inspirer. Ensemble, on va interviewer des personnalités ou des experts équestres pour qu'ils nous parlent de leur vision du lien entre un cavalier et son cheval. Et le but, c'est évidemment que nous progressions nous-mêmes dans notre propre lien avec les chevaux. Si l'idée du podcast vous plaît, parlez-en autour de vous. Notez-le sur la plateforme de votre choix et n'hésitez pas à partager les épisodes ou la publication en elle-même. Aidez-moi à rendre le podcast visible. L'épisode d'aujourd'hui s'appelle « Il était une fois dans l'Ouest ». Mon invitée du jour est Lynn Laforme. Elle est cavalière western émérite. D'ailleurs, je vous remercie, chers auditeurs, c'est grâce à vous, c'est grâce à vos suggestions que cet épisode a vu le jour. Donc n'hésitez pas à me pousser des idées de personnalités à interviewer. Je ferai en sorte de les contacter et de prévoir une interview. Alors pour Lynn, j'aurais clairement pu interviewer Lynn pour sa vie, en fait. Parce que je l'ai découverte en faisant mes petites recherches. Donc elle a 40 ans d'expérience dans l'équitation western. Elle est entraîneur de niveau 3. Elle est juge internationale. Elle a reçu la médaille du jubilé de la reine Elisabeth II. Elle était chef d'équipe en reining aux Jeux équestres mondiaux en Normandie en 2014. Et elle fait partie des femmes les plus influentes au Canada. Et c'est grâce à elle qu'il y a eu un essor, enfin elle a contribué à l'essor de l'équitation western au Canada. Et là j'ai pris que les gros titres, parce qu'elle n'a pas fait que ça dans sa vie, Lynn, donc c'est juste un truc de dingue. On aurait pu vraiment consacrer un épisode entier à Lynn. Mais toutes ces récompenses, tous ces titres, Lynn les doit à l'équitation western, et c'est de ça dont elle va nous parler aujourd'hui. L'équitation western, moi je suis néophyte. Alors je connais les films, j'ai vu quelques démos au Salon du Cheval de Paris ou à Équitalion, donc autant vous dire que je ne connais rien. Alors j'aborde aujourd'hui l'épisode avec la curiosité naturelle de la découverte. Lynn, elle va nous parler des différentes disciplines, mais aussi de la philosophie qui se cache derrière les chapeaux de cow-boy. On va parler grands espaces, mais relations très proches avec les chevaux. On va parler travail à pied, bétail, ranch, éducation, plaisir. Et puis on va parler matériel, bien sûr, puisque c'est un matériel qui est à la fois proche d'une autre et complètement différent. On va passer en revue les bridons, les rênes, pourquoi ils ont des rênes ouvertes, quel est l'intérêt et l'avantage. On va parler des morts, qui sont si controversés pour nous avec notre œil européen, ces morts à très grandes branches et avec un gros effet de levier. On va parler de la selle, qui pour nous est extrêmement lourde, extrêmement couvrante. Pourquoi le western a choisi ce type de matériel. Et puis on va parler même ferrure avec le sliding stop, on va parler des sols, on va parler des chevaux aussi. Pourquoi le quarter horse? Alors moi je le dis avec l'accent français, mais Lynn le dira avec l'accent anglais. Est-ce qu'on peut faire du western avec tous les chevaux? Y a-t-il des races préconisées? Pourquoi? Est-ce que le western, c'est un truc de cow-boy, donc de garçons? Est-ce qu'il y a des filles? Dans quelle proportion? Enfin bref, voilà, une espèce de tour d'horizon sur la discipline. Ce podcast, il est enregistré à distance. Bon, c'est le confinement. De deux, Lynn est canadienne, vous l'entendrez avec son accent. Et puis, elle habite au Texas, en fait, en ce moment. Donc, la qualité du son pourra être ponctuellement moins bonne. Des fois, il y aura des petits grésillements, des petits lags. Mais bon, ça n'enlève en rien à la qualité du contenu que va vous donner Lynn, alors j'en appelle à votre indulgence. Allez, il était une fois dans l'Ouest, ça démarre maintenant. Bonjour Lynn. Alors bonjour Angélique. Tu vas bien? Oui, je vais très bien. Tu as l'air d'être très très loin. Tu es actuellement au Texas. Exactement. Je suis au Texas, il fait très beau, il fait très chaud, donc on vit à la campagne. Ah, c'est chouette. Écoute, ça fait rêver, nous, le Texas. Moi, je n'ai jamais été au Texas, mais si tu veux, j'ai regardé beaucoup de films américains. Mm-hmm. Du coup, j'ai cette image du Texas avec les cow-boys, les chevaux, le rêve américain, tu vois. Mais je sais pas si c'est comme ça. Mais c'est vraiment ça, parce que où je vis, ce n'est que des ranchs. Autour d'ici, j'ai... toutes les ranchs s'enchaînent un à côté avec différentes... Il y a beaucoup, c'est sûr, beaucoup d'équitation western, beaucoup de bétail, mais il y a quelques centres équestres aussi de classiques.
Mais dans la région où je suis, c'est beaucoup plus western. Mais c'est exactement ça, c'est beaucoup de ranches, beaucoup. Ah, j'adore. Ça fait rêver. Oui. Alors, tu es experte en équitation western. Alors moi, je connais pas du tout. Mm-hmm. Et puis en France, j'ai l'impression que ça reste une discipline qui est assez peu pratiquée, puisque nous, on est plutôt sur l'équitation anglaise classique. Mm-hmm. Est-ce que tu peux nous initier finalement? Le western, c'est super vaste. Qu'est-ce que tu peux nous dire pour nous faire découvrir comme ça l'équitation western? Bien, écoute, l'équitation western, elle existe en France quand même depuis, je dirais que ça s'est développé beaucoup dans les années 60, début 70, où il y a eu un regroupement, si tu veux, d'hommes qui avaient envie de vivre le principe de l'équitation américaine et qui se sont regroupés et qui ont formé une association. Et au fur et à mesure, ils ont créé dans les années, au milieu des années 70, l'association Quarter Horse, qui est une race plus spécifique à notre type d'équitation. Attends, je vais le dire à la française quand tu dis c'est Quarter Horse? Oui, c'est ça, exactement. Ok. Toi, tu l'as dit avec le bon accent, mais moi, je le dis à la française. Oui, c'est exactement ça. Donc, cette association-là, elle est plus axée, si tu veux, sur une race de chevaux qui est extrêmement populaire en équitation western parce que elle permet, c'est un cheval extrêmement versatile qui peut travailler sur les ranchs, mais qui a aussi au fil des années été utilisé pour faire tout plein d'autres disciplines qui existent, qu'on parlera peut-être un petit peu plus tard. Mais c'est l'équitation western, elle existe quand même depuis plusieurs années. En France, hein. En France, on est d'accord. En France, oui. Ce qui s'est développé en France beaucoup et que les gens le voient moins, c'est que les gens font de l'équitation western pour faire de la balade, pour le plaisir de monter à cheval. Donc, c'était si tu veux, la première, le premier élément. Donc, on parle moins de ça parce que c'est pas axé sur les centres équestres. Tu vois, c'est pas axé sur les courses, sur la compétition et tout ça. Alors, donc, ça a débuté beaucoup avec la balade et puis d'avoir un cheval qui est calme, sécuritaire, qui est pas trop grand, qui est parfait pour la famille. C'est un cheval de famille. Mais c'est pas du tout comme ça aux États-Unis. J'imagine que c'est finalement le côté balade western, c'est une toute petite partie de l'équitation western au sens large. Ouais, c'est une partie. C'est une partie. Je dirais peut-être pas une petite partie, mais c'est une partie. Parce que la majorité des gens, même s'ils font de la compétition, peu importe le niveau, la balade reste quand même un élément important, si tu veux, au niveau psychologique, pour le cheval, pour la détente, pour autant la détente du cavalier. Et puis, on a des périodes de temps où les chevaux sont au repos parce qu'il n'y a pas de compétition. Donc, les chevaux les gens vont les utiliser pour aller faire de la balade. Donc, il y a quand même, la balade est quand même un élément extrêmement développé, si tu veux, et on a de la place pour pouvoir se balader. Donc, c'est quand même la base de tout. D'accord. Après, ben, plus on monte je l'appelle toujours ça, c'est un peu comme un système de pyramide. Tu as la base où les gens ont les chevaux pour le plaisir d'avoir des chevaux parce que c'est leur passion. Puis après ça, tranquillement, ben les gens vont intégrer l'équitation, ils vont découvrir certaines disciplines, ils vont découvrir quelque chose, et puis là, ils vont avoir envie d'aller vers la compétition. Mais on sait très bien que la compétition, ça reste quand même le haut de la pyramide et non la base. Parce que tu vois, pour moi, le western, de mes yeux très lointains d'Européens, c'est surtout le travail du bétail. Tu vois, je vois le côté balade et je vois le côté cow-boy. Tu vois, vraiment le mec avec ses vaches et son cheval, tu vois. Ouais. Donc sans forcément voir le côté compétition, je voyais aussi ce côté-là très très fort en fait. Ouais, mais ça dépend des régions. Tu vas retrouver le bétail beaucoup plus dans le sud des États-Unis ou dans l'ouest où ce qui fait plus chaud. Plus tu montes vers le nord, bon, encore là, tu as des endroits où ils vont élever du bétail pour la viande. Donc, c'est sûr que tu as des gros troupeaux de vaches, si tu veux, mettons exemple Wyoming ou dans ces endroits-là. Mais l'hiver est quand même plus clément, si tu veux, que, exemple, au Québec.
Il fait moins froid, il y a de la neige, mais c'est quand même beaucoup moins rigoureux que si tu te retrouves vraiment au nord. C'est comme si on prend le Canada, le bétail, au Québec, il y en a très peu parce qu'il fait très froid. Par contre, tu vas en Ontario, qui est juste à côté, la province à côté, qui est plus au sud, elle, t'en as un peu plus. Si tu vas complètement à l'ouest du Canada, tu parles mettons, de l'Alberta, ben, il y a beaucoup de bétail. Donc, c'est vraiment très D'accord. stratégique, si tu veux, au niveau des endroits. Si on parle, mettons, exemple de la Caroline du Nord où ma fille vit, où elle a son centre équestre, il y a très peu de bétail. C'est vraiment axé en fonction, je pense, des possibilités de garder des troupeaux et puis en même temps de la température aussi, la température. D'accord. Ta fille, elle a un centre équestre de western? Oui, mes 2 enfants, j'ai un garçon et une fille. Mon garçon est le plus vieux. Les 2, ce sont des entraîneurs de chevaux. Les 2 sont spécialisés en reining, qui est une discipline très spécifique à l'équitation western et qui est la seule discipline qui est sur le championnat du monde, une discipline western qui est au championnat du monde au niveau de la Fédération internationale. Donc, mes 2 enfants sont des entraîneurs. Ma fille a acheté le centre équestre de son père et mon fils, lui, s'est installé au Texas et opère son entreprise à l'intérieur d'une grosse entreprise ici, un gros ranch où lui, il entraîne ses chevaux. Donc, il loue des box, il loue de l'installation, une partie de l'installation. D'accord. Eh ben, écoute, parle-nous du reining, du coup, puisque tes enfants en font et toi aussi. Et si j'ai bien compris, c'est un petit peu l'équivalent du dressage pour nous, le dressage façon western. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur la discipline, si tu devais nous la décrire là en quelques mots? Dans un premier temps, le reining pour moi n'est pas ma spécialité. J'ai toujours dit que c'était mon gâteau, si tu veux, la partie sucrée, ma partie sucrée, si tu veux, de ma discipline, de toutes les disciplines que je fais parce que j'adore le reining et puis je suis juge aussi de reining. Mais moi, je suis plus spécialisée sur toutes les autres disciplines qui existent en équitation western, donc tout le travail à pied, tout le travail, ce qu'on appelle le showmanship, le horsemanship, le trail, qui est une discipline où on fait des obstacles à pied ou des obstacles à cheval, mais au sol. Donc, il y a quand même beaucoup de disciplines. Alors moi, ça, c'est mes spécialités. Et le reining, ben, c'est une discipline qui s'est créée à partir du travail qui se fait avec le bétail et puis qui s'est au fur et à mesure des années devenu plus spécifique dans la recherche de ce qu'on veut, si tu veux, pour un cheval de reining. Donc, on sait très bien que le cheval de reining est capable de faire des arrêts assez long sur ses postérieurs. On sait qu'il est capable de pivoter très rapidement dans les spins qu'on appelle. C'est un cheval qui on est capable de gérer sa vitesse dans les cercles, donc des grands cercles, des plus petits cercles plus lents, des changements de pied. Donc, des volte-face, donc des changements de direction rapides. Ces manœuvres-là ont leur origine, si tu veux, à partir du travail du bétail. D'accord. Puis après ça, c'est devenu une discipline par elle-même. Et elle existe encore, cette discipline-là, dans sur le principe du bétail, sauf qu'au lieu de l'appeler reining, ils appellent ça le rein work. C'est-à-dire qu'on fait travailler le cheval à l'intérieur de certaines manœuvres pour développer, si tu veux, ses habiletés. D'accord. Mais le reining lui-même est devenu très, très, très populaire au fil des années parce que très spectaculaire, si tu veux. Bah oui, tu parlais de l'arrêt, là, le sliding stop, c'est ça, cet arrêt glissé, là? Ouais. Ça, je trouve ça formidable. À chaque fois, je vois des démonstrations pour les salons, etc. Je trouve ça dingue, en fait, comme capacité au niveau du cheval. Comment ça s'apprend, d'ailleurs? Ouais, ben déjà, au départ, les chevaux ont ces habiletés-là naturelles. Tu peux pas faire ça avec n'importe quel type de chevaux, ok? Parce que ça dépend, la conformation a un impact très important, si tu veux, dans leurs habiletés. C'est-à-dire que le cheval de reining, ses jarrets sont un peu plus bas, ils sont assez droits, mais qui fait que son équilibre il est capable de s'équilibrer plus facilement lorsqu'il emmène ses postérieurs sous sa masse.
D'accord. Mais c'est assez naturel. On les regarde courir en liberté et puis naturellement, ils s'assoient, ils font des volte-face, ce qu'on appelle des rollbacks. C'est naturel. Donc, on sait que avec les années, autant peu importe le type de discipline, l'élevage, tout ce qui est la reproduction aujourd'hui est très spécialisé versus ce qu'on veut faire avec le cheval. Donc, le reining, ben, c'est la même chose. C'est qu'avec les années, le cheval a été bâti de telle sorte d'être capable d'effectuer tout ce qu'on lui demande dans les manœuvres de reining. Mais les arrêts en glissade, il faut qu'il les ait naturels. Si naturellement, le cheval, il s'assoit pas, il est très haut sur ses jarrets et qu'on lui demande des arrêts comme ça, il va se blesser. Il peut pas, il sera pas capable de le faire. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il y a un ferrage aussi qui est adapté. Donc, le fer qui est mis sous les pieds, sous les postérieurs, ben, c'est des fers qui sont un peu comme un ski. D'accord. C'est très, très lisse et dans la forme arrondie du pied. Et puis, donc, ça fait comme un ski. Donc, ça permet au cheval d'avoir un appui où il n'y a aucune friction, si tu veux, quand il glisse. Et la deuxième chose qui est hyper importante, c'est que on peut pas faire ça dans n'importe quel terrain. Ça prend une surface qui est adaptée, donc un fond de terrain qui est très rigide, très dur et très plat, avec au moins entre 10 et 15 centimètres de sable qui va permettre une certaine friction, parce que quand le cheval commence à glisser, il faut quand même qu'il y ait du sable en avant qui le freine un tout petit peu pour l'aider, parce que sinon, il va se retrouver sur le dos. Donc, le terrain est hyper important. Donc, il y a quand même 3 facteurs. La conformation, donc ses habiletés. 2, le type de ferrage. Et 3, le terrain. Oui. Donc, au final, tous les chevaux ne peuvent pas faire vraiment du western. Enfin, si, ils peuvent, mais pas toutes les figures, du coup. Ouais, ben c'est parce que le western, il faut le mettre spécifiquement au reining, parce que le reining, c'est une discipline par rapport au western. Donc, n'importe quel cheval peut faire du western. Oh, OK. Dans mes stages, j'ai jamais eu autant de races de chevaux qui viennent faire les stages et que les gens ont converti en western. Soit qu'ils étaient en classique avant ou carrément qui ont débuté avec le western. Parce qu'il faut comprendre que le western, c'est pas une discipline, c'est une philosophie de vie. C'est une philosophie d'entraînement. C'est une façon de voir ce qu'on recherche de la part du cheval. D'accord. Quelle relation on veut établir. Donc, après qu'on décide d'aller vers des disciplines, c'est une chose. Hein. Mais quand on choisit les disciplines qu'on veut faire, ben, c'est parce que ça va aussi avec les habiletés du cheval. Mais ça reste encore qu'il y a énormément de disciplines qui se sont créées pour les gens qui aiment faire de la balade ou de la randonnée, comme le Mountain Trail. Le Mountain Trail, c'est une association qui s'est créée aux États-Unis qui reproduit sur des terrains tous les éléments qu'on retrouverait, mettons, en balade, quand on part en randonnée. Donc, des troncs d'arbres, des fossés, des ponts, aussi de passer dans des petits chemins étroits, etc. Donc, les gens ont recréé sur un terrain un peu tous ces éléments-là et de plus en plus, les gens y adhèrent parce que ça leur donne un objectif de travail avec leurs chevaux. D'accord. Ils veulent pas faire nécessairement de compétition, c'est pas l'objectif. C'est tout simplement de se donner des objectifs de travail et de mettre le cheval dans des situations où la confiance entre le cavalier et le cheval doit être assez forte pour justement que le cheval se fasse suffisamment confiance et fasse confiance au cavalier qu'il peut passer à des endroits où ça peut être un peu plus compliqué, si tu veux, parce que c'est quand même des éléments qui se développent au fur et à mesure du travail. Donc, il y a le Mountain Trail. Il y a aussi une autre discipline qui, elle, est chronométrée, qui
Il y a aussi une discipline qui s'est créée aux États-Unis et qui est maintenant en France, fait partie d'une association qui s'appelle EXCA. C'est Extreme Trail. C'est aussi une reproduction de toutes sortes de situations où le cheval doit réussir à passer à travers certains obstacles. Mais la différence, c'est que c'est chronométré. Donc, c'est un petit peu plus axé sur la technique et en même temps aussi, c'est un peu plus un jeu, si tu veux. D'accord. Donc, il y a beaucoup de disciplines qui se sont ajoutées, si tu veux, au fil des années. J'ai déjà vu les démonstrations de barrel racing aussi. Alors, je le dis avec l'accent français, hein, excuse-moi. Non, mais c'est correct. Le barrel racing, ce qu'on appelle la course de baril, ça existe depuis quand j'étais toute petite. Il y avait des courses de baril. Hein, tu vois, c'était les premières épreuves qui se sont mis en place avant tout ce qui se fait maintenant en performance. C'était tous les jeux qui étaient chronométrés. Ça existe depuis longtemps. Donc, le barrel race, c'est vraiment une discipline. Et c'est pas tout le monde qui font du barrel race parce que c'est quelque chose qui est axé sur la vitesse. Et c'est pas tout le monde qui a envie de ça. D'accord. Okay? Donc, c'est quand même une discipline très spécifique. Ça demande un certain niveau de qualité d'entraînement sur les chevaux. Parce que ces chevaux-là, c'est des Formule 1. Hein? Ouais, Ils deviennent des Formule 1. Donc, il y a beaucoup d'éléments à mettre en place pour apprendre à ce que le cheval soit capable de gérer cette pression-là et de pas virer fou, si tu veux, parce que souvent, c'est le problème. Hein? Les gens, ils vont faire du barrel trop rapidement, ils mettent les chevaux sous pression et puis après ça, ils veulent plus rentrer dans les carrières hein, parce que c'est trop de pression pour le cheval. Donc, le cheval n'a plus envie de rentrer dans la carrière. Ça, on le voit quand on va aller trop vite. Tout ce qui est chronométré, tout ce qui est demande de quelque chose d'un petit peu plus sous pression, ben éventuellement, si ça n'a pas été bâti tranquillement et que ça n'a pas été mis en place correctement, ben ça affecte énormément le cheval. Oui, ça c'est clair. Comparativement aux épreuves où c'est fait tranquillement, où on prend le temps de bâtir chaque élément et tout ça s'installe et ça reste. Et puis les chevaux, ça fait partie de leur vie après ça. Et puis ils sont confortables avec en ayant des degrés de difficulté un petit peu plus élevés, si tu veux. À exécuter, par exemple, quand on parle de passer dans un fossé qui est creux, ben le cheval de se sentir, il est claustrophobique, le cheval naturellement, donc de sentir qu'il est coincé, ben il faut qu'il ait confiance. Donc c'est toutes des choses qu'on installe pour développer justement une belle relation cavalier-cheval. D'accord, ok. Donc c'est ça en fait la philosophie du cavalier western, c'est vraiment le côté tranquille, le côté être en confiance, vraiment en relation profonde quoi avec son cheval, mais vraiment avec un côté tranquille et nature. Oui, ça date pas d'aujourd'hui parce que si on revient aux cow-boys, okay, qui utilisaient les chevaux pour travailler sur les ranchs, on sait ici que les ranchs, en règle générale, ce sont des très grands ranchs. Donc, il y a beaucoup d'espace. Donc, les cow-boys avaient besoin de leurs chevaux pour aller faire leur travail. Pas juste aller avec le bétail, mais d'aller réparer les clôtures, d'aller s'assurer que les abreuvoirs fonctionnent, que les chevaux ont de l'eau, etc. Donc, ils devaient souvent faire quelques kilomètres pour se rendre, pour faire le tour des pâturages. Donc, le cheval était leur outil de travail. Si tu veux, ils avaient besoin de leurs chevaux pour parcourir tous ces kilomètres-là. Donc, le cheval, il faut qu'il soit patient. Il faut que le cheval soit capable de le garder en place, immobile, pendant que tu répares quelque chose, sans que le cheval ait envie de partir, si tu veux. Fait que il y avait une relation hyper importante qui se créait entre le cow-boy et son cheval. On veut un cheval réactif. On veut un cheval qui est athlète, qui bouge bien. D'ailleurs, c'est pour ça que nos chevaux sont plus petits, sont très près du sol, le centre de gravité est plus bas. Ça leur permet de se déplacer en équilibre très rapidement sur du latéral. Et en même temps, avec un tempérament froid, un tempérament qui nous permet de pouvoir avoir un cheval qui peut être immobile pendant 15 minutes sans bouger,
parce que c'est ce qu'il doit faire parce qu'on a un travail X à faire, ou même quand on est assis sur le cheval et qu'on surveille un troupeau, ben il y a des fois, il faut rester en place, il faut pas bouger. Donc, le cheval, il faut qu'il soit patient. D'accord. Donc, fait que ça prend pas des sangs chauds, tu comprends? Ça prend pas des chevaux qui sont très chauds, mais plutôt des chevaux froids. Donc, déjà, au départ, la philosophie, elle était en place. Moi, je me rappelle quand j'ai commencé en équitation, j'ai acheté ma première jument quarter horse, j'avais 15 ans, OK? Donc, on parle de quand même 50 ans. Et on avait eu des chevaux avant qui étaient moins éduqués, qui étaient un petit peu plus des chevaux des chevaux qu'on achetait dans les ventes aux enchères, tu vois. Et puis quand j'ai acheté ma première jument avec ses papiers et puis qui de race, eh ben tout de suite on voyait, tu sais, la différence était présente. On n'avait pas le même caractère, on n'avait pas les mêmes habilités, on n'avait pas la même conformation, la qualité mentale de ces chevaux-là est différente. Moi, la première chose qu'on m'a montré quand j'ai acheté ma jument, c'est comment communiquer avec elle à pied. D'accord. Comment l'allonger sans longe. Comment qu'elle m'écoute à la voix. Moi, ma jument, quand je l'ai achetée, elle avait 3 ans. Okay? Et je te parle de 1970. Et je suis allée dans une santé caisse, une ferme de reproduction. Et puis, le monsieur qui vendait les chevaux, il l'a mis dans un manège intérieur parce que c'était au mois de septembre, puis en tout cas, il pleuvait. Et puis, eh bien, le monsieur, il longeait cette jument-là, sans longe, à la voix, au pas, au trot, au galop, arrêt, reculer, changer de direction, juste à la voix. Excellent. On parle de 1970, OK? Donc, aujourd'hui, ce qu'on appelle les chuchoteurs et tout ce qui existe aujourd'hui, qui a été mis sur le marché, existait quand même avant. C'est juste qu'eux, on fait connaître, si tu veux, ce qui existe dans l'équitation western. Et ça fait partie de notre intrinsèque de notre équitation, tout le travail à pied. Tout ce qui est, toute cette connexion qu'on met avec le cheval, qui marche à côté de nous, qui nous suit, qui est calme, qui arrête quand on arrête, qui nous marche pas sur les pieds. On met tout ça en place très jeune sur les chevaux. Ça se met tout de suite en place parce que ça fait partie, quand je te parlais de philosophie, c'est ça que je veux dire. D'accord. C'est que ça fait partie de ce que on a besoin, si tu veux, comme cheval. Donc, ça date pas d'aujourd'hui que ces éléments-là existent. Comme quand le Dr. Miller est arrivé et qu'il a commencé, qui est un vétérinaire très reconnu dans le monde, avec le imprinting, tu sais, de toucher les chevaux un peu partout, de quand les bébés naissent, tu sais, qu'ils n'aient pas peur de l'humain, de les imprégner, si tu veux. Ben, le monsieur qui est devenu mon beau-père par après, où j'ai acheté ma jument. J'ai récupéré le fils aussi à ce moment-là. Bien joué. Ouais, bien joué, ça veut dire faire du coup. Et il faisait déjà ça, lui. Lui, il avait une quarantaine de juments poulinières à ce moment-là. Et puis, il connaissait pas le Dr. Miller. Mais il disait, il faut que le poulain, il sente que l'humain fait partie de sa vie, tu vois, et qu'il ait pas peur de nous, que ce soit quelque chose de naturel. Donc, il faisait déjà cette imprégnation que le Dr. Miller, après, a mis en place et puis qui est excellente parce que, à quelque part, c'est juste de dire aux jeunes poulains, ben voici, tu sais, dans ta vie, t'as ta mère, puis t'as nous. Fait que on fait partie de ta vie. Ouais. Fait que t'as pas à être inquiet de nous. Nous, on est là pour s'occuper de toi. Donc, fait que cette philosophie-là du travail avec le cheval, de cette complicité-là qu'on cherche à mettre en place, elle s'établit à partir de la naissance du poulain. Et puis après ça, au moment où on les manipule, qu'on commence à les travailler, ben
le travail à pied est extrêmement important. D'accord. Donc, très souvent, même avant de monter sur le cheval, on va les travailler à pied. On va faire un peu de travail de marcher, arrêter, reculer, bouger les hanches, bouger les épaules, les travailler sur les deux côtés parce qu'on sait très bien que le cheval, ce qui enregistre à gauche ne l'enregistre pas à droite dans son... Donc, de manipuler le cheval à droite. Beaucoup de gens, les premières fois que je leur dis, OK, tu vas aller à droite de ton cheval, tu vas le marcher. Le cheval, il reste en arrière, il a peur, il est inquiet, il cherche à revenir à gauche parce que il n'y a aucune idée ça s'est pas imprégné dans sa mémoire, ça fait pas partie de son éducation. Donc, on doit travailler les chevaux des deux côtés. Donc, tu vois, c'est toute cette philosophie-là, si tu veux, qu'on met en place. Les premiers cours qu'on donne aux cavaliers en équitation western sont du travail à pied, c'est-à-dire comment lire le cheval, comment aller le chercher au pâturage, comment aller le chercher dans une stalle, comment le brosser, son langage des oreilles, ensuite la manipulation, le pas, marcher à côté, tourner à droite, tourner à gauche, Ah ouais, le non, reculer. c'est vrai qu'on fait pas du tout ça. Tu vois, en équitation classique, je me rappelle, on m'a mis direct sur le poney, hein, on m'a montré comment lui mettre le bridon, j'arrivais pas. Et après, bam, tout de suite, on m'a collé sur son dos, quoi. C'est ça, tu sais, on leur montre à baisser la tête pour que les enfants puissent mettre les brides. Donc, tu vois, c'est toute une éducation, c'est une philosophie de vie. On est dans l'esprit vraiment d'avoir un cheval. Quand je parlais de familial au début, c'est ce qu'on recherche. Là. Après, les chevaux, ils peuvent être plus pointus, si tu veux, selon leurs habiletés. Et puis après ça, aller vers la compétition. Mais cette manipulation-là, elle est là. Elle est là peu importe le type de cheval qu'on a et peu importe la discipline qu'on fait et peu importe le niveau, ce travail-là fait partie de notre équitation. Bah, écoute, c'est top, c'est une très très belle philosophie, j'aime beaucoup. Mais d'ailleurs, c'est pas pour rien que la France elle a mis en place le programme d'équitation éthologique. Parce que au début des années 2000, quand Pat Parelli, qui est un des grands chuchoteurs américains, est venu en France au Haras de la Sens, Pat Parelli a emmené une nouvelle dimension, si tu veux, du travail à pied avec les chevaux. Et le propriétaire du Haras de la Sens, qui est je me rappelle pas son nom, mais qui a aussi un ranch aux États-Unis, a décidé qu'il développerait au Haras de la Sens cette philosophie-là du travail à pied, de créer un programme qui s'est installé par après avec Andy Boots, quand Andy est arrivé, parce que Andy, c'est quand même un élève de Parelli. Et puis, Andy Boots, a commencé à mettre en place les programmes, les savoirs. Et la fédération, elle s'est dit, ouh, il y a un marché à aller chercher, là. Il y a des membres à aller chercher. Parce que ça touche pas une discipline en particulier, ça touche un monde équestre. Donc, ils ont développé le programme d'équitation éthologique, qui d'ailleurs n'existe qu'en France, parce que ça n'existe pas d'équitation éthologique. Oui, oui. C'est toujours un grand débat en France, ouais. Par contre, l'idée de base sur laquelle le principe a été créé, il est excellent. Et je pense que peu importe la terminologie qu'on utilisera ou le nom qu'on lui donne, l'essence du programme est extrêmement important parce que ça touche énormément de gens classiques maintenant qui disent, il y a une dimension que moi, je n'avais pas mis en place. C'est-à-dire tout ce travail-là de complicité, de communication avec mon cheval à pied. Et aujourd'hui, depuis quelques années maintenant, le programme, il se développe de plus en plus. Oui, c'est très populaire, oui, complètement. Oui, et c'est tellement important parce que c'est une philosophie que le western a emmené, si tu veux, en Europe et qui aujourd'hui est devenu un programme qui fait en France que les gens se disent, finalement, je peux adapter ce programme-là, peu importe que je fasse du classique, du saut, du dressage, du ci, du ça, peu importe les disciplines. Il y a un nouvel élément, si tu veux, qui s'installe pour la majorité des gens de classique, parce qu'en western, c'était déjà en place. Après, là, c'est juste la structure maintenant qui est beaucoup plus organisée, si tu veux. Maintenant, il y a une structure avec le savoir 1, savoir 2, savoir 3, savoir 4. Ce que Andy Boots, lui, fait sur le Step 1, Step 2, Step 3, avec ses programmes
personnel, c'est ça. Donc, c'est un peu la même chose. Mais c'est merveilleux. Moi, ça me plaît. Quand j'ai discuté avec Andy par rapport à ça, enfin, il y a quelque chose qui s'installe et puis que les gens vont découvrir et puis qu'ils vont éventuellement mettre en place. Et c'est pour le bonheur de tous, hein, pour le bonheur, le bien-être du cheval, le bonheur de la complicité cavalier-cheval. Donc, c'est merveilleux. C'est vraiment merveilleux. Ouais. Écoute, je suis contente du coup de savoir que, eh bien, avec mon petit travail à pied, j'ai fait un petit peu de western, un petit peu de philosophie western sans le savoir. Voilà. J'adore. Oui, parce que déjà au départ, le classique, il y avait quand même un travail à pied, mais le travail à pied était beaucoup plus axé aux longues graines. C'est-à-dire que c'était beaucoup travaillé sur l'éducation de la souplesse du cheval, de travailler sur des éléments très spécifiques. Il y a quand même du travail à pied qui se fait en classique. Et il y en a des gens qui sont spécialistes du travail à pied avec ça les longues reines, mais finalement sont assez courtes. Tu places à peu près à la hanche du cheval. Mais il y a plein de choses qui existent. Sauf que c'était pas dans dans la même optique. C'était pas dans la même philosophie. Et si, je continue du coup à tirer ce fil là, des différences entre équitation européenne et western. Si jamais on prend un exemple très concret sur un cercle, je veux que mon cheval il fasse un cercle. Qu'est-ce que toi tu vas faire en reining au niveau des aides que tu vas mettre en place? Comment ton cheval il va faire? Comment toi tu dois faire? Pour comparer un peu, tu vois. Oui, je comprends très bien. La différence entre, encore là, dans le monde de l'entraînement, que ce soit en western ou en classique, tout le monde a un petit peu sa sauce, OK? Tout le monde a un petit peu sa façon de procéder, puis d'où lui-même il vient, OK? Parce que tu as des gens qui sont devenus des entraîneurs maintenant en western qui originent de l'équitation classique par chez vous. Donc, je dis souvent, il y a autant de façons de faire un cercle qu'il y a d'entraîneurs. Parce que chacun y met sa sauce. Mais l'objectif, si tu veux, de ce qu'on recherche au niveau du produit final, c'est que le cheval se maintienne par lui-même sur le cercle sans que moi j'aie besoin d'interférer ou très peu. OK? Donc, que si j'ai besoin de lui dire de relever son épaule, ben je vais relever ma main, je vais juste changer mon regard, je vais me servir un petit peu plus de mon assiette, un peu l'encadrer plus dans mes jambes, et puis je vais l'aider à se redresser. Mais au moment où il va être en place, mes aides vont relâcher. Donc, le cheval, il doit apprendre à se tenir par lui-même. C'est ce qu'on recherche dans la philosophie aussi d'entraînement d'un cheval western à cheval. C'est-à-dire que on veut qu'il se responsabilise. Ça veut dire, on lui dit ce qu'on veut qu'il fasse, et quand on l'a placé comme on le veut, on lui dit maintenant, c'est à toi de tenir. De rester, OK. De rester dans cette position. Donc, c'est sûr qu'à la seconde après, il va s'effondrer. Et on reprend. Et on lui redit on crée la position qu'on recherche et on lui donne une zone de confort complète dans la position qu'on cherche. Et au fur et à mesure que le cheval comprend qu'il est confortable quand il tient cette position-là, et il devient un petit peu moins confortable quand il prend une autre décision, bien, le cheval, tranquillement, il va choisir ce qui est confortable. C'est ça la philosophie qu'on recherche. Ensuite, pour bâtir le cheval, pour être capable d'être capable de se tenir tout seul sur un cercle, ben, il faut qu'il soit entraîné physiquement. Donc, tous les exercices qui existent autant en classique qu'en western sont similaires. Une hanche en dedans, c'est une hanche en dedans. Une hanche en dehors, c'est la même chose. Une tête au mur, une épaule en dedans, ce sont tous... Un cheval, c'est un cheval. Donc, musculairement, il a besoin d'être travaillé. Une session à la jambe, un appuyé. Ce sont tous des exercices qui nous permettent de développer musculairement notre cheval, de le mettre dans la meilleure position possible, dans la rectitude, dans l'équilibre, dans la recherche, si tu veux, de l'impulsion versus le relevé des épaules versus la propulsion, l'équilibre, la rectitude. Tout ça, ça fait partie de l'éducation d'un cheval. Après, ce que tu utilises comme outil pour être capable d'amener ton cheval à faire ça,
ben là, chaque entraîneur va utiliser certains types d'exercices par rapport à d'autres qu'il va privilégier. Mais ça reste qu'il y a quand même des morceaux. Pour ma part, moi, j'utilise beaucoup d'exercices qui se font en classique. La seule petite nuance, c'est que à partir du moment où mon cheval est dans la position que je cherche dans l'exercice, mon contact, il va devenir beaucoup plus relâché. Pas complètement, mais tout va s'alléger. Ça va devenir... le relâchement des rênes est juste un petit peu plus marqué, si tu veux. Parce que en classique, en dressage, moi, j'ai discuté avec tellement de gens qui font du dressage, qui font du CSO, qui font... surtout pour les gens de dressage, la recherche de la légèreté, de très peu de contact, elle est là. Hein. Ils la veulent, ils la recherchent. C'est un but, Ils la recherchent. La seule différence, c'est que le risque que le cheval s'appuie sur les mains, qu'il résiste, qu'il soit un peu plus lourd, côté dressage, quand les gens apprennent la technique, c'est les débutants, les gens qui commencent, si tu veux, dans le domaine de l'entraînement d'un cheval, il y a plus de risques que le cheval s'appuie longtemps sur un mort et puis qui reste appuyé en classique, en dressage qu'en western. Pour une raison très simple, c'est que nous, on relâche complètement. Donc, le cavalier n'a pas le choix que quand il sent un effort de la part du cheval vers l'objectif qu'on cherche, on l'oblige à relâcher complètement. D'accord. Donc, le relâcher, il n'est pas de 1 ou 2 cm, il est de 10, 15 cm, 20 cm. Donc, on est sûr que la bouche est relâchée. Et c'est ça qui fait que le cheval, il comprend vraiment plus rapidement ce qu'on recherche parce que il comprend la zone de confort. Il sait où ce qu'il doit être pour être confortable parce que c'est très clair le message qu'on lui donne. Donc, mais on recherche la même chose. Ouais. Au final. Un cheval droit, en équilibre, qui se pose bien, qui a une bonne impulsion, puis qui est léger entre les aides. Donc c'est l'objectif. Donc, excuse-moi, du coup, j'ai la question des morts, parce que tu parlais de rênes, de relâchement, etc. Écoute, j'aimerais te poser justement la question du mort, parce que pour nous, Européens, les morts que vous utilisez en western nous paraissent extrêmement durs, et en même temps, vous avez peu de contact. Donc, tu vois, c'est ça, pour nous aussi, on a un petit peu de mal à appréhender votre utilisation de ces morts-là. Est-ce que tu peux nous détailler un peu plus, tu vois? Oui, très bien. C'est qu'au départ, lorsqu'on débute l'entraînement avec les chevaux ou les jeunes cavaliers, on est en mort de filet. On est beaucoup en mort de filet. Même que l'entraînement, lorsqu'on débute un jeune cheval, on est au licol. On est au licol. Et après ça, on est sur un side pull. Un side pull, c'est tout simplement une partie un peu plus rigide sur le nez où les rênes sont attachées de chaque côté de la tête du cheval, ce qui nous permet de pouvoir travailler sur du latéral. Les chevaux, avant de mettre un mors dans la bouche de notre cheval, il y a quand même un bout d'éducation qui est fait. Oui, il y a beaucoup d'étapes, en fait, avant. Oui, c'est ça. Et puis après, on met le mors de filet. Donc, on travaille beaucoup le latéral. Donc, les chevaux, ils sont beaucoup travaillés sur un coin de bouche à la fois. Donc, on va chercher le cédé du mors sur une reine à la fois avant d'aller sur 2 reines. Fait que quand j'arrive sur 2 reines, déjà, c'est nettement plus facile. Et avant d'arriver à un mors qui a une branche un peu plus longue, je veux dire, il y a un processus qui est mis en place et on met pas ça sur des jeunes chevaux, tu vois, ça va sur des chevaux éduqués, des chevaux qui cèdent, des chevaux qui se rassemblent, des chevaux qui ont déjà une très bonne école. Quand je mets un mors à levier, c'est tout simplement parce que je veux utiliser le moins de contact possible. Donc, quand mon levier est plus long, la bascule du levier, quand le levier bascule, la gourmette vient s'appuyer sous le menton et c'est ça qui bloque l'action du levier. Donc, le cheval, il est habitué que quand il y a une bascule qui commence à s'exercer sur le levier, il le sent et de lui-même, il commence à aller chercher la position qu'il sait où il va être confortable. Donc, c'est pour ça que ça demande très peu de contact. Oui, donc il faut être bon. Il faut un cavalier éduqué et un cheval éduqué. On met pas des gros morts dans la bouche des chevaux tant aussi longtemps qu'on n'a pas une main qui est éduquée en haut.
C'est certain. Ensuite, admettons que je mettrais un mât qui est un peu plus long sur le levier et que j'assois un débutant, admettons, sur le cheval. Ben mon débutant, lui, là, je le fais travailler en reine longue. Il touche pas la bouche de mon cheval. D'accord. Tu comprends? Parce que le cheval, lui, il va répondre à des actions extrêmement légères. Fait que le cavalier, il va être avec des rênes détendues et puis il va pouvoir le faire tourner à droite, il va le faire tourner à gauche. On sait que les chevaux arrêtent, nous, au haut et à l'assiette. On n'a pas besoin de tirer dans la bouche parce qu'on leur a montré. Donc, les chevaux, on peut être au galop puis dire « oh » puis ils vont arrêter. Tu vois. C'est de l'éducation qui a été mise à la base. Donc, même si je mettais un mât un petit peu plus technique, si tu veux, disons-le comme ça, mon cavalier, il va travailler en reine plus longue. Donc, j'irai pas lui montrer comment rassembler un cheval, comment le faire céder, c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est d'être capable de marcher, trotter, galoper, arrêter, tourner à droite, tourner à gauche, reculer, avec le moins d'aide possible. Ouais, d'accord. Mais ce cheval-là, il est capable de le faire. Donc, le cavalier n'a pas besoin d'utiliser beaucoup d'aide pour être capable de faire ce qu'il veut y faire faire. C'est d'ailleurs toujours, moi, je trouve ça merveilleux parce que quand j'ai des gens qui viennent s'initier à l'équitation western et qui, mettons, ont vécu plus un apprentissage classique parce que c'est ce qui s'offrait chez eux, autour de chez eux, etc. Et puis qu'on leur fait allonger les rênes et puis qu'on leur dit, OK, maintenant, tu vas arrêter ton cheval juste en disant « oh » en t'assoyant un petit peu plus dans l'assiette. Ils sont pas sûrs. Ils ont l'impression de conduire une voiture pas de volant, tu sais. Ouais, j'imagine. Ils ont dit, bon, une voiture pas de volant, pas de frein, ouais. Donc, il faut qu'ils nous fassent confiance. Et puis, ils s'aperçoivent que finalement, ils peuvent faire plein de choses juste avec les aides primaires, c'est-à-dire leur assiette, les jambes, la position du corps, le regard et le poids des rênes. Et ça, c'est la partie où quand ils découvrent cet aspect-là, si tu veux, de notre équitation, ben c'est là souvent qu'ils ont envie d'en savoir plus. Ouais, d'accord. Okay. Fait que c'est pour ça que les mares en soi, quand on décide de mettre des mares un petit peu plus techniques, un peu plus longs en levier, ben c'est parce que les chevaux sont rendus à un certain niveau de dressage où j'ai très peu besoin de les reprendre en main. Ça veut pas dire que je les touche pas éventuellement pour leur faire un rappel. Sauf que le rappel, il va être au poids des rênes et puis il va durer 2 secondes, 3 secondes max et puis on va relâcher. Mais tu n'éduques pas un cheval avec ces mares-là. Tu peux pas éduquer. Tu vas leur faire peur. Ils vont devenir inquiets. Tu leur mets un frein à main à fond dans la bouche avant de leur montrer à aller de l'avant. Donc, tu vois, c'est pour ça que quand on arrive à ce niveau-là, à ce type de mort-là, c'est parce que on a déjà un cheval qui a une très bonne éducation. Ça, c'est la même chose que les éperons. On a des éperons à molette, OK? Des éperons qui sont un peu schling-schling. Ouais, ça fait du bruit, un peu impressionnant, c'est ça. Ben moi, je prends un petit prince de Galles, là, puis je prends mon éperon à molette et je le rentre dans le bras de la personne, OK? Je prends l'éperon, là, puis je le mets sur le bras ou même sur la côte, sur le cartilage. Et je te jure que celui qui est le plus inconfortable, c'est le prince de Galles. Ah ouais? Pourquoi? Ben oui, parce que le point de contact est tout petit. Le point de contact, il vient directement se mettre sur une partie très petite du corps du cheval. Fait que c'est comme moi, si quelqu'un me touche avec toute sa main, puis s'il me touche avec son doigt, puis il me pointe, ça va me faire beaucoup plus mal avec son doigt qu'avec sa main. D'accord. S'il me touche. OK. Donc, la molette en soi, après, tu as différents types de molettes, mais les molettes en soi, ils sont assez rondes et assez grosses pour pouvoir rouler l'éperon sur le corps du cheval. Quand je le touche, mon éperon, je fais un mouvement de roulement avec la molette. Donc, ça fait juste un petit mouvement de chatouillement, si tu veux, sur le corps du cheval. Et c'est absolument pas une arme. Donc, après, c'est comme n'importe quoi. Avec un mort de filet, tu peux t'en servir comme une arme. Oui, ça c'est sûr. Oui, complètement. Ouais. Peu importe le type d'outil avec lequel on travaille,
on peut s'en servir intelligemment ou on peut s'en servir brutalement. Donc, fait que ça, c'est toujours une question aussi d'éducation. Mais en soi, ce qui impressionne souvent est pas nécessairement ce que c'est. Ouais, bah tu vois, j'avais aucune idée des éperons. Effectivement, moi, j'ai la vision des films où ça fait du bruit et où c'est très très pointu. Ouais, nous, on n'a pas d'éperon pointu. Puis l'éperon pointu, s'il est pointu, mais que entre les deux pointes, il y a très peu de distance, ben c'est très, très peu agressif, si tu veux. Oui, c'est vrai. Mais plus tu distances les pointes, plus ils deviennent inconfortables. Bah oui, plus ça peut pénétrer facilement dans la peau, je comprends. Ouais. Exactement, c'est ça. Fait qu'en règle générale, nos pointes sont arrondies. Nous, ils sont assez rapprochés. Pareil comme si c'est presque une molette ronde. D'accord, ouais. C'est ça. Fait que c'est sûr qu'il y a des éperons qui pourraient blesser le cheval si c'est, comme je t'expliquais, qui sont pointus et que l'espace entre les pointes est très distancé. Là, ça peut blesser le cheval. Mais en règle générale, c'est pas ce qu'on utilise. Bah, écoute, tant qu'on est sur la lancée du matériel, est-ce que tu nous parlerais des bridons, des rênes que vous utilisez? Je sais qu'il y a des rênes qui sont en crin de cheval, vous avez des bridons à une oreille, vous avez le bridon qui s'appelle le bosal, enfin voilà. Qu'est-ce que tu peux nous dire du coup? Ouais, je vais te le diviser pour que ce soit très simple. On va parler de la bride ou ce que tu appelles toi le bridon. La bride elle-même, c'est ce qui est la partie qui va soutenir le mât. Donc la bride, on a soit des frontales. La frontale, ben, c'est tout simplement que les deux oreilles sont à l'intérieur avec la tatière est juste en arrière des oreilles. Et on a un sous-gorge. Donc, la frontale, c'est habituellement ce qu'on utilise avec les mares de filet parce qu'elle est très stable. D'accord. Elle reste en place et il y a moins de danger qu'elle sorte de la tête du cheval s'il y a des petites oreilles courtes surtout. Là. Donc, on va utiliser une frontale. Après, il y a les brides à oreilles, soit une oreille ou deux oreilles. Alors, ça, c'est les brides qu'on va utiliser quand on commence à transférer le cheval à un mât de bride, OK, sur un mât à levier, parce que le fait que le mât est plus stable dans la bouche que par rapport au filet, la bride, elle tient très, très bien en place. D'accord. Ça devient plus une question de préférence. Donc, ça, c'est les trois types de brides qu'on utilise. Ensuite, au niveau des rênes, il y a des rênes fermées ou il y a des rênes séparées. Donc, les rênes fermées, on va retrouver ça sur des mécates. Donc, ce que tu parlais, ce qui est en crin de cheval ou même, ça peut être fait aussi en différents types de matériel. Il y a différents autres types de matériel que le crin de cheval. Bon, ces rênes-là sont fermées, mais quand ils sont fermés, ils sont toujours accompagné on appelle ça un petit lead rope, c'est-à-dire une petite longe qu'on vient attacher après ça à la corne, parce que tout ce qui est rêne fermée, si je vais en balade ou si je veux laisser manger mon cheval et tout ça, je peux pas laisser je peux pas laisser ma rêne fermée toucher le sol, parce que si le cheval passe par-dessus, il va rester coincé et c'est très dangereux. Oui, c'est un gros problème pour nous. Oui, effectivement. Ouais. On voit bien de quoi tu parles. C'est ça. Fait qu'il faut toujours avoir les rênes dans la main quand on a une rêne fermée. On peut pas utiliser juste une rêne puisqu'ils sont attachés. À moins d'avoir quelque chose qui fait que ça se détache rapidement et puis que tu peux la tenir juste sur une. Donc, les rênes séparées, la raison pour laquelle ils existent, c'est que elles nous donnent beaucoup de latitude. Dans un premier temps, on les croise sur l'encolure, donc ils tiennent bien en place. Toi, je veux dire, en règle générale, ils sont assez sécuritaires pour tomber sur le sol. Il faut vraiment que tu sois les deux rênes du même côté à une main comme en compétition et puis que là, tu n'échappes une, là, elle va tomber sur le sol. Mais sinon, elle va tomber sur l'encolure. Donc, ça nous donne l'opportunité de monter en pont, de monter en rênes séparées, de monter avec deux rênes dans une main, une rêne dans l'autre. Il y a plusieurs possibilités et ça nous permet de monter à une main. Parce que ça nous permet, le fait d'avoir des rênes séparées, de pouvoir ajuster la longueur de nos rênes. Donc, je peux décider quelle est la longueur de rêne que je veux entre la main qui tient les rênes et la bouche du cheval. Donc, ça nous donne beaucoup de latitude, les rênes séparées. Mais au départ, dans un premier temps,
si on remonte encore plus longtemps, avec les cow-boys et tout ça, pourquoi ils ont des reins séparées? C'est qu'on enseignait au cheval que lorsqu'on mettait une reine au sol, c'était l'immobilisation totale. D'accord. Donc, c'est un code qu'on installait sur le cheval pour lui dire, je te mets ça là, quand ça c'est là, tu bouges pas, peu importe ce que je fais. Peu importe que j'aille en arrière de toi, que j'aille chercher un outil, que j'aille chercher réparer ma clôture, que j'aille chercher quelque chose, t'as pas le droit de bouger. Tu vois, ça voulait dire tu bouges pas. Tu peux manger si tu veux, mais tu restes là. tu restes là. Fait que ça, c'était un code qu'on installe sur nos chevaux et qui était le code de leur dire immobilisation. Donc, tu peux pas faire ça avec les reines qui sont fermées. C'est ça. Fait que c'est pour ça que la reine fermée, la M4, celle qui est utilisée avec le bosal, parce que le bosal, c'est aussi un autre type qui fait partie de la famille des hackamore. Donc, ce sont des mares sans mort. Donc, on contrôle le cheval sur son nez. Ben, pour être capable, justement, de faire l'immobilisation, ben, ça prend cette extension-là, si tu veux, de reine qu'on attache après ça, après la corne, et puis qu'on laisse au sol pour dire au cheval, ben, c'est immobilité. Et ça nous permet aussi de faire du travail à pied avant de monter à cheval lorsque on utilise ce type de reines-là, qui sont des reines fermées avec petite longe. Donc ça, tu vois, c'est vraiment le principe. Aussi, en barrel, ils vont utiliser des reines fermées parce que c'est plus sécuritaire aussi pour eux. Ou même souvent dans des écoles d'équitation, pour les débutants, ils vont utiliser des reines fermées parce qu'ils n'ont pas de dextérité encore dans la manipulation des reines. Donc, et puis ils montent à deux mains. Donc, ils vont utiliser leur reine. Je comprends. C'est ça. Oui, je comprends. Écoute, tant qu'on y est, là, parle-moi de la selle western, qui est quand même emblématique. La selle avec sa corne, son travail du cuir, etc. Est-ce que les critères pour choisir une selle western, c'est exactement les mêmes que pour choisir une selle, peu importe, on va dire, la discipline? Est-ce que le poids compte pour vous? Parce qu'en règle générale, le matériel western est plus lourd. Oui. Donc, dans un premier temps, la selle western est conçue de la façon qu'elle l'est parce qu'elle doit essayer de répartir le poids sur une plus grande surface du dos du cheval. Donc, on est assis un petit peu plus en arrière, si tu veux. Encore là, dépendant, si des gens font du dressage, sont assis un peu plus en arrière aussi. Mais le siège, le manteau, la façon, pourquoi que c'était conçu comme ça, c'est que les gens mettaient des sacoches. Donc, pour emmener leurs outils, emmener leur nourriture. Les cow-boys, dans le temps qu'ils voyageaient, c'était leur vie. Tu vois, la selle, et puis tout, ils transportaient leur imperméable, leur manteau, leur gamelle. Tu sais, je veux dire, les sacoches venaient s'accrocher sur la selle. Donc, ça prend un manteau qui permet justement de pouvoir faire ça pour que les sacoches soient pas directement sur le cheval, ok, et que ça bouge et que ça frotte et puis que ça crée des irritations. Déjà, le manteau a été créé pour ça, c'est pour protéger le cheval et puis en même temps répartir le poids de la selle. Ensuite, au niveau du poids lui-même de la selle, ben, de plus en plus avec les nouvelles techniques, les arçons sont il y a des arçons en fibre de verre maintenant. Il y a des arçons qui sont moitié fibre de verre, moitié rawhide, où ils sont moins faits avant, c'était des arçons de bois. Donc, il y a quand même maintenant, c'est plutôt de la résine, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, je pense que le poids de la selle aussi a un facteur beaucoup plus... quand c'est une femme qui s'achète une selle, elle va essayer de trouver une selle qui est pas trop lourde pour être capable de la mettre sur le dos de son cheval. Parce que c'est quand même aussi un élément important, juste de la prendre, de la porter, puis de la mettre sur le dos du cheval. Le poids de la selle elle-même, elle n'a pas un très gros impact sur le cheval, sur son travail. L'impact où il est, c'est plus sur la qualité de la selle. Donc, une bonne selle doit permettre aux épaules du cheval de travailler librement. Donc, ce qu'on appelle des shoulder free pour liberté des épaules. Parce que, étant donné qu'elle couvre plus de surface, si tu veux, sur le dos du cheval et sur ses épaules, ben, il faut que l'arçon soit fait de façon à ce que le cheval ait cette liberté de bouger son omoplate, de pouvoir bouger son épaule.
Ouais, Donc, d'accord. ça, c'est un élément très, très important. Donc, il y a des très mauvaises selles. Moi, il y a très souvent en stage, je dis aux gens, écoute, ta selle, il faut absolument que tu la changes. Il y a des spécialistes en France qui sont des gens qui montrent aux cavaliers comment prendre les mesures, où ils se déplacent et puis ils vont prendre les mesures du dos du cheval, de sa conformation pour trouver la selle adéquate pour ce cheval-là. Ça, c'est l'élément le plus important dans le choix d'une selle, peu importe que ce soit classique ou western. Il faut que la selle, elle soit adaptée à la morphologie du cheval, de un. Mmh. De deux, ben, il faut qu'elle soit aussi adaptée au gabarit du cavalier. Il faut que quand même la selle, quand le cavalier s'assoit dans sa selle, au niveau de l'assiette, ben, qu'il ait sa place, parce qu'on a un troussequin quand même qui est assez relevé. Donc, il faut qu'on choisisse une grandeur de selle qui va nous aller. Donc, ça, c'est un autre élément. Donc, ça, c'est les deux éléments les plus importants. Elle doit faire pour le cavalier et elle doit aussi être parfaite pour le cheval qui va l'utiliser. Donc, ça, c'est un élément. Ensuite de ça, la deuxième chose, au niveau de la fabrication, bien, de plus en plus, la technologie, la qualité des cuirs fait que les selles sont un peu moins lourdes, mais ce ne sera jamais comparable à une selle classique. Ouais, On ouais, ne mais parle ça, pas je du tout comprends. de la Ouais, même ouais. Mmh. parce que l'objectif n'est pas le même. Donc, tu comprends un petit peu pourquoi on a autant de cuir. C'est vraiment pour question au Protéger le cheval, isoler des sacoches, ouais, ouais, je comprends. Ouais, exactement. Maintenant, au niveau de la corne, originalement, au départ, la corne, elle n'existait pas, hein, parce que nos selles venaient de selles vaqueros, c'est-à-dire des selles espagnoles, des selles qui couvraient le cheval, mais qui n'avaient pas de corne. Et avec le temps, ben, avec le travail que les cowboys font, ben, la corne, elle est devenue un must pour attacher le lasso, pour être capable d'attraper son veau au lasso et puis d'avoir une attache sur quelque chose qui lui permettait de pouvoir immobiliser pour aller faire les soins. Parce que quand tu attrapes un veau au lasso ou ces choses-là, c'était très souvent parce qu'il y avait des soins à faire ou même que ce soit une vache ou peu importe. Le lasso a sa raison d'être. Ouais. Les gens Ah oui. ont l'impression que le lasso, c'est cruel, mais c'est pas cruel. C'est la seule et unique façon qu'on peut immobiliser un animal pour être capable après de faire les soins qu'on a besoin de lui faire. Donc, ce qu'on appelle le doctoring. Alors, la corne, elle s'est installée et après, il y a une différente variante de cornes, de hauteur de cornes. Il y a des cornes qui sont beaucoup plus hautes, qui ont une prise un peu plus solide, si tu veux, au niveau de la main. Quand, par exemple, pour des gens qui font du cutting. Le cutting, c'est une épreuve où tu sépares un veau ou une vache d'un troupeau et tu dois l'empêcher de rejoindre le troupeau pour être capable, après ça, de faire ce que tu as besoin de faire avec cette vache-là. Donc, il y a une discipline qui s'est créée qui s'appelle le cutting et qui permet justement de pouvoir séparer. Alors, étant donné que le cheval a déjà ce qu'on appelle le sens de la vache, le cow sense, ben il va faire, c'est de lui-même qui va aller faire en sorte qu'il empêche la vache de rejoindre le troupeau pour que quelqu'un puisse après ça l'isoler et puisse faire les soins qu'ils ont à faire. Donc la corne, elle a un petit peu plus de hauteur pour avoir une meilleure grippe, si tu veux, au niveau de la corne. Et après ça, tu as des cornes plus larges, beaucoup plus massives pour tout ce qui est travail de bétail. D'accord. Et puis après, on a les cornes, mettons, de selles de balade ou les selles qu'on utilise pour le reining ou la performance, qui sont beaucoup plus petites, plus courtes et plus fines. Ouais. Donc, Qui font juste encadrer, quoi, en ouais, gros. c'est ça. Fait que là, c'est plus une question de qu'est-ce qu'on choisit comme type de selle selon la discipline qu'on veut faire. Au niveau du travail des selles, souvent on voit nos selles qui sont quand même beaucoup travaillées. Ce sont presque souvent des œuvres d'art, tellement ils ont des Ouais, carrément. c'est fait à la main, c'est magnifique. Hein. T'as des selliers qui font des selles en France, mais qui sont magnifiques au niveau du travail qu'ils font, que ce soit les roses, les feuilles, les fleurs, peu importe le type de travail qu'ils mettent. C'est magnifique. Yves Le Cire, qui est un spécialiste dans le sud, justement, de près de Montpellier, fait un travail extraordinaire au niveau des selles. Il fait beaucoup de l'huile, le sel de bétail, mais le travail de repoussage du cuir, il est magnifique. Et ça devient, je pense, c'est plus ça une question
que ça l'a toujours fait partie, si tu veux, de la qualité, si tu veux, visuelle, si tu veux, de la selle elle-même. Parce que moi, mes selles de travail, j'ai aucun repoussage sur mes selles. Donc, ils sont complètement cuir plat, j'ai aucun travail sur mes selles. Mais c'est sûr qu'il y a des gens qui vont choisir, si c'est surtout pour des selles de compétition, ou des fois, ils veulent juste un point sur le manteau, ils veulent un petit ciselage ou même une initiale, ou etc. On a la place pour pouvoir le faire, donc sur le cuir. Oui, tu vas avoir plus de selles travaillées quand on va vers la compétition parce que c'est recherché. Par contre, tout ce qui est bétail, toutes les selles de bétail, ben ça va des fois être un petit peu plus naturel. Oui, là, on cherche le côté pratique, Ouais, on va dire, pas voilà. forcément esthétique, quoi, en Exactement. gros. D'accord. Exactement. Bah, j'aime beaucoup, en tout cas, alors moi, je ne connais la culture western que quand je vais dans les salons de Paris, de Lyon, etc. Mm-hmm. Et c'est toujours très, très agréable à regarder, si tu veux, tout ce travail. On sent qu'il y a une esthétique, alors qui est différente de celle d'un Européen, mais les filles, elles ont des vêtements à paillettes, il y a les chapeaux de cow-boy, il y a les selles qui sont ornées comme ça. Moi, je trouve ça top. Tu sens que c'est une culture riche. Ouais. Le chapeau le chapeau western a son utilité. Au départ, c'était pour se protéger de la pluie. Ça faisait une forme de gouttière, si tu veux, pour pas se retrouver avec l'eau qui nous coulait dans. Ouais, qui dégouline. Ouais. Donc, ça a une utilité. Après, ça fait partie, si tu veux, du folklore, si tu veux, du type. Par contre, après, les chapeaux ont vraiment leur forme et leur style en fonction des disciplines. Le bétail vont utiliser un autre type de chapeau par rapport de forme de chapeau par rapport à quelqu'un qui va faire du reining ou quelqu'un qui va faire de la performance ou quelqu'un qui va faire du barrel. Là, il y a vraiment des modes, si tu veux, qui sont sur la façon de former le chapeau, d'avoir une forme X par rapport à la discipline qu'on fait. Ensuite, au niveau de l'habillement, plus on s'en va vers la partie ranch, plus on est dans les chemises beaucoup plus standards, si tu veux. Il peut y avoir des motifs, il va y avoir de la couleur, mais il y aura aucun brillant, il y aura aucun élément qui va attirer le regard, si tu veux, par rapport au clinquant. D'accord. Par contre, en performance, on va retrouver ça beaucoup au niveau de certaines disciplines. Et en reining, on va le voir sur certaines femmes. En Amérique, les professionnels ont tendance à avoir très peu de clinquants, très, très peu. En Europe, un peu plus. Ça fait partie un petit peu plus d'une question. Tu sais, quand tu as des femmes qui sont très en vue, qui sont des entraîneurs et puis qui performent super bien, ben c'est sûr que elles ont envie de se montrer, quoi, en gros. Ben, eux autres, ben en même temps, les gens, ils vont se référer à eux comme personne ressource, si tu veux, au niveau de la mode. Donc, il y a un petit peu plus, si tu veux, de brillance sur certaines disciplines, mais et les hommes, très peu. Les hommes n'en ont pas du tout. Alors, c'est vraiment axé sur la femme et puis beaucoup plus sur la non-professionnelle, sur l'amateur qu'on dit pour nous. Je rebondis justement, j'ai l'impression que dans le western, le ratio homme-femme est plus proche de 50-50 que pour nous. Tu vois, en équitation classique en France, on a 80% de filles, alors que pour vous, j'ai l'impression que ça reste moitié-moitié. Non. Pas du tout? Non, pas du tout. On a le même ratio que le vôtre. Ah ouais, d'accord. Ouais, si tu te promènes dans les centres équestres, OK, puis je vais donner l'exemple, mettons, en Amérique, et que tu vas dans les écuries où c'est les propriétaires de chevaux, c'est 80%, c'est des femmes. C'est 80% des femmes qui prennent des cours. C'est vraiment, la femme utilise le cheval ou a une passion pour le cheval différente de celle de l'homme. La femme, elle a un cheval parce que elle aime profondément le cheval. Okay? Elle aime profondément la relation qu'elle va établir avec son cheval.
Et, tu sais, elle va juste aller à l'écurie pour le brosser, par exemple. Tu sais, elle va aller à l'écurie, juste pour lui faire manger de l'herbe, tu vois. Ouais, pour lui donner une carotte. Ouais, exactement. Donc, il y a une relation extrêmement profonde et privilégiée, si tu veux, qui se crée entre la femme et son cheval. L'homme, lui, quand il est en contact avec le cheval, et je généralise, là, mais c'est quand même en très, très grande partie, a besoin d'un objectif. Il faut que, si il s'approche du cheval, quand je dis s'approcher, c'est il adore le cheval, hein, c'est une passion aussi, hein, parce que tu vis pas du cheval si t'es pas passionné. Mais lui, il va devenir entraîneur. Lui, il va chercher à travers le cheval à faire en sorte que il ait un objectif autre que juste l'amour du cheval. Donc, la majorité du temps, si on regarde au niveau des entraîneurs, que ce soit en reining, en performance pour nous, en bétail, c'est 80% des hommes. D'accord, OK. Les entraîneurs, les professionnels. Et tu as un 20% de femmes. OK? Tu as un 20% de femmes, de courageuses, comme ma fille, qui travaille fort puis qui doit concilier tout avec en plus son rôle de mère, de femme, d'épouse. Donc c'est pour ça que oui, dans l'équitation, lorsque l'homme participe, si tu veux, à la vie équestre, il faut qu'il y ait un objectif autre que juste aller brosser son cheval. Ouais, d'accord. Il va, ou tu vas avoir des hommes comme de plus en plus, nous on retrouve ça dans le sud de la France, parce que moi j'ai quand même beaucoup d'amis entraîneurs qui font des stages de bétail et tout ça, et puis les hommes qui faisaient pas nécessairement d'équitation ou qui faisaient de l'équitation que pour faire de la balade avec parce que sa femme elle avait des chevaux, souvent ça vient de la femme, hein. La femme, elle a marié l'homme, et puis l'homme, il s'est remis à cheval parce que sa femme a fait du cheval, bon. Et puis, il y a un intérêt. Il y a quand même un intérêt du cheval. Mais, exemple, le bétail, c'est très masculin, tu vois. C'est quelque chose qui ramène dans les racines profondes, si tu veux, du cowboy. D'accord, je comprends. Tu les retrouves beaucoup, un certain niveau d'hommes non professionnels, donc des amateurs, qui vont se greffer à l'équitation western parce que, encore là, c'est l'objectif du bétail. Okay, ou c'est l'objectif d'aller faire des balades et puis d'aller courir cheveux au vent, tu vois, sur les pistes. Donc, il faut qu'il y ait un objectif. Mais c'est très, très différent la relation que l'homme a par rapport à celle de la femme, sans enlever en aucune façon la passion et l'amour. C'est tout simplement pour quelle raison chacun adhère à l'équitation, qu'elle soit classique ou qu'elle soit western. Donc, et c'est la même chose en western qu'en classique. Écoute, Lynn, j'aurais adoré t'écouter plus, mais là, je surveille le temps et je me dis qu'il faut que, malheureusement, j'arrête. Alors, j'aimerais te poser 2 questions pour terminer. La première, c'est est-ce que tu as des centres équestres à conseiller pour découvrir le western en France? Mais écoute, il y a énormément de centres équestres en France pour l'équitation western. Je pense juste qu'il faut contacter la Fédération équestre française et puis d'avoir le répertoire. Parce qu'il y a un répertoire, il y a sûrement une liste de centres équestres, parce qu'il y en a autant dans le sud, dans le nord, dans l'est, dans l'ouest. Il y a quand même des centres équestres un peu partout. Donc, je peux pas en référer plus un que l'autre. Il y en a en Bretagne, il y en a en Normandie, il y en a autour de Paris, il y en a dans le sud, il y en a en Savoie, en Haute-Savoie. Donc, il faut juste vérifier peut-être avec la fédération. Ça marche. Alors, autre question, c'est si jamais on a envie d'en savoir plus sur toi, parce qu'au final, on a parlé beaucoup de western et je sens que tu as beaucoup de choses aussi, une expérience qui est énorme, qui est très, très vaste. Si on a envie d'en savoir plus sur toi et sur le western, est-ce qu'on peut aller consulter un site que tu as ou une page Facebook? Oui, j'ai plusieurs éléments au niveau des médias. La première, j'ai un blog qui s'appelle blog.linlaforme.com.
D'accord. Donc ça, ce sont des articles, des vidéos. Régulièrement, j'alimente mon blog avec différents articles autant sur des choses d'entraînement que sur des éléments d'entraînement, que ça peut être sur les soins des chevaux, alimentation. C'est très, je touche tout très vaste, l'aspect quoi. de mon cheval, oui. Ensuite, j'ai mon site qui est linlaforme.com où les gens qui veulent en savoir un petit peu plus sur qui je suis, quel est mon cheminement, on va le retrouver sur mon site linlaforme.com. J'ai aussi une page Facebook, Lynn Laforme Coaching. Et ensuite, j'ai une chaîne YouTube aussi qui est Lynn Laforme. Donc, c'est tout axé autour de mon nom. Mais c'est pratique. Donc, fait que les gens ici cliquent Lynn Laforme sur Google, et ils vont avoir tous les éléments où ils peuvent me retrouver. Ça marche. Écoute, la dernière question, la vraie dernière question, c'est pour le mot de la fin. Mm-hmm. Si jamais je te demande le premier mot qui te vient à l'esprit, si je te dis le lien entre un cavalier et son cheval, tu penses à quoi? Complicité. Complicité parce que pour moi, c'est essentiel. De rechercher cette complicité inclut connexion, inclut relation, ça inclut tellement il y a tellement de synonymes à complicité. Mais d'ailleurs, ma série de vidéos que j'ai fait de DVD, je l'ai appelée Complicité parce que on est complices un de l'autre, on est des partenaires, on est complices, c'est comme une relation avec un conjoint. Il doit avoir cette complicité-là, cette connaissance de l'autre, de le laisser être qui il est, mais en même temps d'être capable de comprendre qui il est. Et c'est ce qu'on doit rechercher avec les chevaux, d'apprendre leur langage, de comprendre leurs réactions. Surtout de ne pas faire de l'anthropomorphisme parce que on a tendance, beaucoup les humains, à faire ça, à mettre nos pensées dans celles des autres, et on le fait même avec nos conjoints puis les humains. on pense qu'il lit dans nos pensées et puis il devrait savoir. c'est pas faux. Avec les chevaux, on fait un peu la même chose. Donc, d'apprendre à comprendre qui ils sont, comment ils pensent, comment ils réfléchissent, et que les chevaux ne vivent que leur moment présent. Et ça nous oblige, parce qu'on a toujours dit que le cheval, c'est notre miroir, donc il nous oblige à se regarder et à regarder ce qu'on fait, ce qu'on dit, comment on agit, comment on se comporte, parce que le cheval est notre reflet. Donc, lui, il va réagir en fonction de comment nous, on est. Et c'est cette complicité-là qu'on en vient à établir. C'est tellement fort que souvent, des fois, quand je donne des stages, des fois, quelqu'un, je sais pas, il doit aller chercher quelque chose qu'il a besoin, et puis je tiens le cheval. Ah ben, le cheval, il cherche son cavalier. La tête se lève, les oreilles se mettent en radar, tu vois, et puis les chevaux ont cette connexion-là avec l'humain, avec la personne qui s'en occupe, et puis avec qui ils ont créé un lien. Donc, c'est pour ça que pour moi, c'est le mot complicité est celui qui est le plus important pour moi. Bah, écoute, c'est un super mot de la fin. Je te remercie, Lynn, pour ce temps qui était plus long que prévu, mais c'était vraiment passionnant. Ça me fait vraiment plaisir, Angélique. Pour ceux qui me connaissent, ils savent que je peux gérer facilement 1h30 de temps. C'est assez facile pour moi de parler. Alors, ça me fait vraiment plaisir que tu penses à moi pour ton podcast, et que tu fasses découvrir à tes gens qui te suivent un peu de nous, qui nous sommes, et peut-être de changer certaines façons de nous voir, ou de comprendre encore plus qui nous sommes, et quel est notre objectif de vie, si tu veux, et le travail avec lequel nous mettons, le travail qu'on met en place, si tu veux, avec nos chevaux. On pourrait en parler, on aurait plusieurs chapitres. Mais je te remercie énormément de ta confiance, et puis d'avoir pensé à moi.
Bah, écoute, je vais rendre à César ce qui est à César. Là, pour le coup, moi, je ne te connaissais pas, je reconnais humblement. Et en fait, ce sont les gens qui me suivent qui m'ont suggéré ton nom. Donc voilà, je leur rends hommage à leur tour. Hein. C'est vraiment grâce à eux que j'ai été découverte et voilà que j'ai du coup découvert le western avec toi parce que c'est vraiment quelque chose que je ne connaissais pas ou de très très loin, juste comme ça dans un salon, une petite démo en passant. Donc je suis ravie d'avoir pu échanger avec toi. Je trouve que c'est franchement une philosophie de vie qui est très proche de ce que je recherche en plus. Donc tu vois, je me dis tiens, je vais aller creuser côté western ce que je peux transposer pour moi. En tout cas, c'était un super moment d'échange. J'aimerais bien garder contact avec toi, donc voilà, j'aimerais beaucoup par la suite, si jamais tu passes en France, te rencontrer, ça me ferait extrêmement plaisir. Peut-être sur un salon. Peut-être sur un salon. Ouais, je suis toujours à Lyon, donc on aura peut-être la chance de se voir à Lyon. Ah bah ouais, écoute, à Lyon, carrément. Là, je prends note, carrément. Super. Mais je te remercie énormément. Hello à nouveau, c'est la fin de l'épisode Il était une fois dans l'Ouest. J'espère qu'il vous a plu, que vous avez envie de creuser un peu plus sur cette philosophie équestre. Donc allez jeter un coup d'œil sur la page de Lynn Laforme, Lynn Laforme Coaching sur Facebook, mais aussi sur le site internet de Lynn, lynnlaforme.com, blog.lynnlaforme.com. Voilà, moi je pense que je vais y faire un petit tour parce que j'ai trouvé plein d'éléments intéressants et qui ont fait écho pour moi à cette philosophie. Et puis bien sûr, comme d'habitude, si vous souhaitez me contacter, me poser des questions, me proposer des idées de personnalités à interviewer, rendez-vous sur la page Facebook J'entraîne mon cheval ou sur Instagram @j'entraîne mon cheval. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine. À bientôt!